Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous vous auditionnons aujourd'hui dans un contexte d'austérité budgétaire généralisée dont le budget des transports n'échappe pas aux effets. S'il affiche une hausse de 440 millions d'euros par rapport à 2025, il demeure inférieur de 420 millions à celui de 2024. Autrement dit, ce n'est pas une relance, c'est un recul. Même si le transport ferroviaire échappe quelque peu à ces coupes, il ne correspond pas aux alertes émises dans la mission d'information parlementaire que j'ai co-rapportée avec ma collègue Olga Givernet et qui a mis en évidence à l'unanimité des personnes auditionnées qu'il manque cruellement de moyens. Cette mission a formulé 44 recommandations, nous espérons en retrouver dans la loi cadre. Sur le ferroviaire, cœur de la mobilité du quotidien et pilier de la décarbonation, les besoins sont immenses. Seriez-vous d'accord pour rehausser le plafond de recettes affecté à la FITF au titre de la TSBA de 1 milliard, permettant ainsi de financer le réseau ferroviaire pour trouver le milliard supplémentaire? Pour rappel, seulement 271 millions d'affectés alors qu'elle rapporte 1 milliard 447 millions. Au lendemain de la conférence Ambition France Transport, quelles sont vos ambitions? Quel en sera le contenu, notamment sur les autoroutes, puisqu'avant même la fin de cette conférence, vous avez annoncé le renouvellement des concessions alors que beaucoup s'accordent sur une maîtrise publique de celle-ci. Quelle marge de manœuvre? Aurons-nous enfin un programme pluriannuel d'investissement digne de ce nom? Le fret ferroviaire est lui aussi dans une impasse. Les entreprises publiques ont été abandonnées tandis que l'État subventionne massivement le transport routier. Résultat, la paire modale s'écroule. Que comptez-vous faire pour le relancer? Concernant les trains de nuit, vous faites le choix de l'allocation sans vision de long terme. Ce choix peut sembler économique aujourd'hui, mais il sera coûteux demain. Surcoût estimé à 13,9 millions d'euros par an. Dès lors, pourquoi ce choix? D'autant que vous parlez de déclencher la deuxième tranche. Quelles nouvelles lignes sont pour vous prioritaires à ouvrir et où aimeriez-vous construire ce nouvel atelier? Je ne reviendrai pas sur le Paris-Berlin-Vienne, seulement 6 millions d'euros de subventions. Avec un budget de plusieurs milliards, nous pourrions faire un effort. Sur le service librement organisé, SLO, vous refusez d'y toucher, abandonnant les gares intermédiaires, perte des fréquences, des gares fermiers et le service public affaibli. Monsieur le ministre, comptez-vous assumer ces choix et leurs conséquences pour les usagers et la cohésion des territoires? Un mot enfin sur VNF. Pourquoi avoir refusé de supprimer le plafonnement de la redevance hydraulique fixé en loi de finances alors que c'est une recommandation de la Cour des comptes? Monsieur le ministre, l'urgence est claire. Il est temps de changer de cap. Il est temps d'investir massivement dans le ferroviaire et les transports collectifs, de mettre en œuvre une planification écologique ambitieuse, de construire une véritable multimodalité articulant toutes les offres de mobilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je vous laisse répondre. Monsieur le député, je vous trouve assez dur dans votre intervention. Je pensais avoir répondu à une partie de vos questions à travers l'intervention. Alors, je lirai en détail, comme je vous l'ai dit, votre rapport commis avec deux de vos collègues. Moi, je considère, et des personnes objectives du monde des transports l'ont reconnu, que le travail qui a été réalisé lors de la conférence de financement et surtout le suivi que nous attendons et qui est maintenant effectif puisque nous avons un engagement du Premier ministre de pouvoir mener cette loi que je souhaite travailler avec les parlementaires, avec notamment vos recommandations, à nous permettre de pouvoir avancer sur un sujet. Vous savez, une loi de programmation, une loi cadre et loi de programmation, on en rêvait, on va pouvoir la faire, mais ça demande aussi de pouvoir travailler intelligemment, de manière transpartisane et de ne pas être sur des clichés ou de ne pas donner des informations qui, à mon avis, sont erronées. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, on a un niveau d'investissement de 3 milliards d'euros et que la SNCF, à travers 2 conseils d'administration, fait confiance dans l'État et programme pour 4,5 milliards de travaux à partir de 2028, ça veut dire qu'il croit en l'engagement de l'État et qu'ensemble, nous allons pouvoir remonter ce niveau d'investissement que vous appeliez de vos voeux pour un certain nombre de parlementaires depuis des années. En tout cas, moi, comme sénateur, c'était ce que je mettais dans mes rapports budgétaires pour avis systématiquement. On a réussi à le faire. La question du fléchage, je ne vais pas vous raconter comment fonctionne Bercy. Vous savez que ce n'est pas le mot qui est préféré dans cette administration. On a pu obtenir qu'il y ait ce fléchage. Et puis l'idée que quelque part, ce soit la route ou en l'occurrence les autoroutes qui puissent financer demain les infrastructures ferroviaires, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait vous parler et qui pouvait vous convenir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'espère pouvoir réussir à vous faire changer d'avis sur le soutien que vous pourrez apporter à cette loi 4. Sur le service librement organisé, j'estime bien sûr qu'il
il est souhaitable de ne pas revoir immédiatement les règles du jeu en pleine ouverture à la concurrence. Au demeurant, les nouveaux entrants contribuent à la régénération du réseau à travers le paiement des péages ferroviaires qui reviennent à SNCF Réseau. S'agissant des dessertes dites d'aménagement du territoire, elle prévoit une diminution des péages lorsque ces dessertes sont réalisées dans une perspective d'incitation à réaliser ces services. Pour autant, je travaille étroitement avec l'ART pour que, quand les nouveaux entrants, comme on les appelle, auront trouvé une stabilité financière, qu'ils puissent avoir un certain nombre d'obligations que la SNCF a aujourd'hui, ne me paraît pas dénué de sens, et notamment de pouvoir couvrir certains territoires qui sont peut-être considérés comme les moins rentables, mais indispensables en termes d'aménagement du territoire. Un petit mot peut-être sur le matériel. Je pensais que vous alliez applaudir des deux mains qu'on puisse investir aujourd'hui à travers ce budget plus d'1 milliard sur les trains de nuit. Plus d'1 milliard sur les trains de nuit, et vous me faites le reproche que c'est de la location plutôt que de l'achat. Voilà, moi, le lancement de cet appel d'offres de renouvellement du matériel roulant, il consiste à un contrat certes de location, mais d'une location de 15 années. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'État ne serait pas en capacité de pouvoir entretenir ce matériel pour des raisons tout simplement techniques. De manière évidente, c'est une bien meilleure formule de fonctionner avec des loueurs dans une période et dans une durée suffisamment longue pour pouvoir amortir ces investissements. Je rappelle que dans un contexte où il n'existe ni marché cadre ni matériel homologué pour la France pour renouveler le matériel roulant des trains de nuit, le recours à cette location paraît être la meilleure raison, à la fois, je vous l'ai dit, pour une raison technique et également, bien sûr, pour des raisons financières. Enfin, sur la TSBA, c'est un débat que on va peut-être avoir, je ne sais pas si d'autres collègues ont prévu des questions sur ce sujet. Moi, la TSBA, je trouve que le taux qui est appliqué aujourd'hui est un taux qui est un taux maximum. Et que si aujourd'hui on touche à la TSBA, le secteur de l'aéronautique ne s'en remettra pas. On a des signaux qui ne sont pas bons. Concernant les conséquences de la TSBA, que ce soit sur le nombre de vols qui sont dans notre pays, le nombre de demandes, alors qu'on a une augmentation au niveau européen de 4,5, on est à environ 1% en France. On a tout le secteur de l'aviation d'affaires qui est en train de, les entreprises les unes après les autres, d'être en grande difficulté. Et puis, ça met aussi en difficulté des petits aéroports de province. Vous qui défendez, j'en suis certain, l'aménagement du territoire, de savoir que l'aéroport de Brive, de Bergerac, d'autres endroits dans notre pays sont en grande difficulté. Je pense que vous n'êtes pas favorable quand il n'y a pas de solution autre, et notamment de solution ferroviaire, que ces aéroports puissent fermer. Il y a aujourd'hui des personnes qui y travaillent. Ce sont des aéroports qui servent également au niveau sanitaire, qui peuvent servir demain au niveau militaire. Et je pense que la fermeture de cette plateforme serait vraiment dommageable en termes d'aménagement du territoire dans notre pays.